Bienvenue à cette deuxième conférence du cycle de conférences organisée à l'occasion de l'exposition Ventilation naturelle, respirer sans machine, donc l'exposition que vous avez peut-être déjà vue ou que vous aurez l'occasion de voir dans le premier bâtiment de l'ENSA de Paris-la-Villette, par lequel vous êtes passé. Exposition qui se tient jusqu'au 24 avril, 24 ou 21 avril, présentée par Giampiero Lepanti, que vous avez vu tout à l'heure, par Charlotte Picard, Giampiero, qui est ingénieur thermicien et environnemental pour la coopérative Switch, Charlotte Picard, qui est architecte à la mairie de Rosny-sous-Bois, en maîtrise d'œuvre interne, et qui est une commune qui, depuis une décennie, livre des bâtiments exemplaires, en biosourcé évidemment, et en particulier mène des projets de recherche sur la ventilation naturelle, dans le cadre duquel s'inscrit cette exposition et ce cycle. Et donc, exposition recherche oblige. Je remercie au nom des organisateurs, les financeurs, donc l'ADEME évidemment, et outre la mairie de Rosny-sous-Bois, la ville de Paris, et l'ENSA de la Villette, et l'ESAM Université, cette structure interuniversité. Deuxième conférence, aujourd'hui avec Alain Bornarel, que vous avez déjà peut-être entendu il y a une semaine et demie, ingénieur, structurel, thermicien, environnemental, bref, il est, vous l'avez peut-être entendu il y a une semaine et demie, l'inverse de l'ingénieur, tout en étant ingénieur, s'il aime bien ignorer les chiffres après les virgules, et penser, aider l'air à suivre quelques chemins plutôt que de la forcer, la contraindre et la mesurer, la calculer. Bon, en fait, il la calcule quand même dans des graphiques aussi diaboliques que drôles à lire, surtout quand il nous les explique, parce que sinon on aurait du mal à les comprendre. Mais bon, donc vous aurez en rediffusion, peut-être probablement bientôt, la première conférence où vous pourrez écouter Alain Bornarel et Philippe Madec parler de quelques-uns de leurs projets. Alain est aussi le fondateur de la SCOP Tribu, un bureau d'études environnementales et énergétiques, aujourd'hui gérant émérite, président d'honneur de l'Institut pour la conception éco-responsable du bâti, fondateur de la frugalité heureuse et créative, tête de file du OFF du DD, auquel on peut toujours déposer des projets, donc cette manifestation... Jusqu'au 14. Voilà, jusqu'au 14, manifestation bisannuelle dans laquelle sont mis en valeur des projets engagés, pionniers. Alors ça ne s'appelle pas Objectif Final Frugalité, cela ne s'appelle plus Objectif Final Frugalité, aujourd'hui c'est Oser faire frugal, et ça se porte sur la réhabilitation. Donc si vous avez livré un projet de réhabilitation sans date, voilà, quel que soit l'âge du projet, un projet en réhabilitation livré et exceptionnellement pilote et innovant, ou juste un petit peu, candidater au OFF du DD, présenter le projet, et vous serez peut-être retenu dans une exposition itinérante, des journées de présentation parfois entre 5 et 10 villes françaises, du coup à l'automne, je suppose. Non, début 2024. Début 2024. Il y a beaucoup de choses à l'automne déjà. Et j'ai oublié de citer la dernière fois le livre publié chez Muséo sur l'aventure Tribu, il y a 1 an et demi, je crois. Voilà, donc il y a un exemplaire avec l'expo. Voilà, je vous invite aussi à... donc deuxième intervenant, Clément Gaillard, qui parlera ensuite, qui, après le diplôme supérieur en art appliqué alternative urbaine à Vitry, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, a fait une thèse à l'ENS Paris-Saclay. Alors, je vais lire mes notes pour le titre exact, parce que vous savez ce que c'est que les thèses, c'est toujours compliqué. Moduler le climat, genèse, développement et signification de la conception bioclimatique en architecture. Tu as une version courte? Moduler le climat. Moduler le climat. Et bon, bref, ce que la ventilation naturelle et la bioclimatique ont à se dire l'une à l'autre. Clément parlera donc après Alain. Et puis ensuite, je vous invite à voir l'expo si ce n'est pas encore le cas. Vous y verrez notamment, non pas des maquettes, enfin quelques maquettes, mais surtout aussi des échangeurs thermiques, des registres, des appareils qui ont tous l'air plus violents l'un que l'autre, alors qu'il n'y a aucune mécanique à l'intérieur, simplement des échangeurs thermiques pour l'air, que l'on peut voir pour une fois, toucher pour une fois, alors que souvent ils sont toujours cachés en réalité derrière les placos. Donc c'est l'occasion de voir ce que sont ces choses barbares.
C'est dangereux de toucher, Voilà. ça coupe. Ouais. Bon, enfin, mais c'est censé couper l'air, donc en même temps c'est le but. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et puis ensuite, le moment festif de la journée, de la soirée, l'apéro du nouveau boîte BTP, Bois Terre Paille, avec 8 réseaux de l'éco-construction francilien, la revue Topophile que Martin Paco et moi-même éditons, l'Ami des lieux, la revue des espaces heureux, le mouvement de la frugalité heureuse et créative, l'Institut pour la conception éco-responsable du bâti précité, le collectif francilien de la Terre Crue, le collectif francilien de la construction paille, qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce qui est là cette fois? Le réseau des alternatives forestières, encore un autre sujet, la forêt, sur lequel la mairie de Rogny-sous-Bois montre des projets particulièrement engagés. Les ouvriers volants non identifiés, une association pour favoriser le chantier participatif dans le cadre de chantier traditionnel, dans le cadre de chantier autrement non ouvert à l'apprentissage. Qu'est-ce que j'ai oublié? Et commun, une foncière citoyenne et engagée, portée par des architectes pour révolutionner la promotion. Il nous reste 2 conférences, le 17 et le 18 prochain, donc lundi, mardi prochain, ici même, à 19h30. 19h, je me mourrai toujours des horaires. Notamment avec Pascal Pontier assis au premier rang. Alors, merci d'abord. Merci. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On va parler donc de l'histoire de la ventilation naturelle. Alors, l'histoire c'est un grand mot, hein, parce que on tiendra une journée là-dessus. J'ai choisi de faire un zoom sur les racines de la ventilation naturelle telle qu'on la conçoit actuellement, telle que vous pouvez la voir dans les bâtiments qui font partie de l'exposition, en se posant la question ceux qui ont démarré sur ces premières opérations début des années 2000, eh bien, où est-ce qu'ils ont été chercher leur inspiration à l'époque? Ça ne veut pas dire qu'il ne se faisait pas de la ventilation naturelle. Une partie importante des logements sont ventilés par ventilation naturelle, mais comme vous le verrez sur l'exposition, c'est une conception bien particulière de la ventilation naturelle, modulée, maîtrisée, contrôlée, mais aussi assistée quand le moteur naturel n'est pas suffisant. Voilà, donc ces concepteurs, en fait, ils avaient 2 sources immédiates d'inspiration. La première, eh bien, c'est le Grand Sud tropical, où pendant que chez nous, depuis les années 70, c'est l'hégémonie de la machine pour ventiler, eh bien, dans les pays du Sud, on a continué à utiliser des techniques de ventilation naturelle, et donc les premiers concepteurs de ces bâtiments en France ont pu aller les voir sur place dans les dom-toms, où on va en voir des expériences relatées. Ça, c'est une première source d'inspiration. Et puis la deuxième source d'inspiration, eh bien, ce sont les pionniers anglais qui, depuis les années 80, construisaient des bâtiments en ventilation naturelle, adaptés évidemment à ce climat, donc assez différent de ce qu'on pouvait voir dans les pays du Sud. Et à cette époque, il y a une vingtaine d'années maintenant, on faisait le voyage au Vorarlberg pour aller voir, s'inspirer sur la question du bois, et puis le voyage en Angleterre pour s'inspirer sur la question de la ventilation naturelle. Voilà les 2 sources dont je vous parlerai aujourd'hui. Voilà. Bon, alors pour commencer, il faut bien évidemment commencer par une image de la Mésopotamie, où il y a 3000 ans, ces techniques-là ont vu le jour.
Donc j'ai choisi de ne pas vous montrer l'image traditionnelle, mais celle-ci. Alors c'est pas du logement, ce sont des moulins à vent, vous voyez, ces espèces d'échelles là. Donc c'est des moulins à vent sur un axe vertical avec des palettes. Le vent qui s'engouffre dans cette espèce de récipient à vent en terre, et donc qui va faire tourner les palettes. Et puis en bas, évidemment, il y a une meule et qui fait son boulot de moulin comme les moulins à vent qu'on connaît chez nous. Allez jeter un coup d'œil sur Internet. Il y a quelques vidéos qui sont tout à fait passionnantes sur le fonctionnement de ces appareils, qui fonctionnent toujours. C'était il y a 3000 ans. On va commencer, comme je vous l'ai dit, par ce qui se passait dans les pays du Sud, la ventilation en climat tropical, avec une caractéristique, c'est une ventilation traversante. C'est une ventilation traversante avec des parois souvent inexistantes du reste, hein, mais en tout cas, quand elles existent, très poreuses, ce qu'on appelle la porosité, qui est la capacité de l'enveloppe de bâtiment à laisser rentrer l'air de ventilation naturelle. Et voilà, donc on va commencer évidemment par du vernaculaire. Ici, on est au Cambodge, mais on trouverait des maisons de ce type-là dans pratiquement toute l'Asie du Sud-Est et dans d'autres pays autres que l'Asie. Donc, vous voyez, c'est des maisons dont les façades sont largement ouvertes, avec quand même une possibilité de modulation par des panneaux de tressés. Donc on est complètement dans les matériaux alternatifs, là, hein, des panneaux tressés qu'on met, qu'on enlève, etc., hein, mais qui permettent d'avoir une très large ventilation traversante. Alors les caractéristiques en plus de ces maisons, elles sont sur pilotis, ce qui est aussi un avantage parce que ce qui permet de ventiler la partie basse. Une caractéristique qu'on va trouver sur tous ces bâtiments du Sud, c'est l'utilisation de la ventilation naturelle pour assurer le confort, mais pas seulement en évacuant les surchauffes, pour assurer le confort parce que j'appelle l'effet brise. L'effet brise, vous l'avez tous vécu, c'est quand vous êtes sur une plage, que le soleil brille, il fait chaud et le vent se lève, on se sent mieux. Le vent vient accélérer la transpiration sur le corps et on sait que quand il y a transpiration, quand il y a évaporation, il y a production de froid. Et donc c'est ce phénomène qui rafraîchit au voisinage de la peau sous l'effet du vent. Et donc plus le vent est fort, donc plus la ventilation est traversante, si on parle de l'intérieur des bâtiments, plus cet effet brise va être important. On le retrouvera dans pratiquement tous les bâtiments du Sud. Un autre exemple, on est aux Antilles ici, mais on trouve ceci également dans l'océan Indien, à La Réunion, à Mayotte, c'est la maison créole. C'est la maison créole, alors la façade elle est toujours très largement ouverte. Hein. Vous voyez au premier niveau la succession des portes-fenêtres, très largement ouverte, avec une caractéristique dont on ferait bien de s'inspirer du reste, hein, qui est l'utilisation de volets persiennés. Hein, donc des volets qui assurent leur boulot de volet, tout en laissant passer l'air. Et donc ce qui permet qu'il y ait une très forte ventilation traversante. En plus, ce sont des maisons qui sont peu profondes, sur lesquelles le courant d'air va très facilement passer d'une façade à l'autre et assurer les deux fonctions, c'est-à-dire à la fois d'évacuer les surchauffes qui se créent à l'intérieur de la maison et en même temps de créer cet effet brise sur la peau.
Et puis maintenant, quelques exemples un petit peu plus récents. Ici, on est en Colombie. C'est le travail de Simón Vélez, qui est un architecte du bambou, qui a réalisé du reste un bâtiment éphémère qui s'est promené de Arles à l'esplanade de la Défense. Ici, c'est une cathédrale. Et donc, on voit très nettement ce qu'est la caractéristique de ces bâtiments dans le sud tropical, c'est-à-dire des bâtiments largement ouverts sur l'extérieur. Enfin, on n'a pas de façade, hein. On n'a pas de façade, on a juste un treillis réalisé avec des fibres qui empêchent les oiseaux, etc. de rentrer, mais l'air, lui, traverse largement tout le bâtiment. Autre exemple, cette fois-ci on est en tropical moins humide, hein, un peu plus aride, on est au Burkina Faso. C'est le travail de Diébiedo Francis Kéré. C'est une école à Gando. Donc là aussi peu profonde pour assurer la ventilation des salles de classe, hein. C'est une salle de classe qui est derrière ce que vous voyez ici. Des ouvrants sur chacune des façades avec des protections fixes là, hein, et donc une large ventilation naturelle de façade à façade. Et puis on voit deux autres caractéristiques de ce bâtiment qui est en climat plus aride. D'abord le matériau, c'est pas tout à fait le même, la façade est moins poreuse, hein, on est plutôt sur des matériaux lourds ici qui vont jouer aussi leur rôle par rapport à la bioclimatique de ce bâtiment. Et puis ce qu'on voit très nettement, c'est la toiture, hein, ces larges toitures qui débordent très largement des façades pour protéger les façades de l'ensoleillement. En Australie, c'est l'équipe Tropo Architectes. C'est une maison donc, où on retrouve sous une autre forme architecturale les caractéristiques de grande ouverture au vent, de grande protection solaire. Voilà. Et puis peut-être un autre exemple qui est ici une école. On est en Équateur, c'est Alborde, un groupe d'architectes équatoriens. Donc on voit ici en haut à droite la sortie, hein, il y a une entrée qui va se faire de l'autre côté, et là encore on est sur de larges ventilations traversantes de façade à façade. Et ici on est au Nigeria. On est au Nigeria, c'est Kinley Adeyemi, l'architecte de cette école dans les environs de Lagos. Alors, j'aime bien cette image parce qu'on voit là-dessus vraiment toutes les caractéristiques d'un bâtiment frugal. Le matériau, évidemment, bois. Bon, c'est une région où il y a beaucoup de bois, évidemment les problèmes d'exploitation. Le matériau, l'architecture, ces façades largement ouvertes, hein, c'est une école, les façades largement ouvertes, et puis le territoire, le rapport du bâtiment au territoire. Ce que vous voyez là tout autour, c'est le ramassage scolaire. Je terminerai ce petit tour dans le sud par ce bâtiment qui est à l'île de la Réunion. C'est une médiathèque, la médiathèque du Sud Sauvage de Nicolas Perbonne, chez Co-Architecte, qui a été livrée en 2017. On est dans un site très vanté, alors c'est toujours le même principe, hein, ventilation traversante. Dans un site très vanté avec plusieurs
types de vents possibles, les alizés, mais d'autres vents, les brises qui sont importantes dans ce climat tropical, la brise de mer, la brise de terre. Et donc les 4 façades sont traitées de la même façon, parce qu'elles s'adaptent, chacune à un type de vent particulier. Et quand c'est ce vent-là qui souffle, eh bien, c'est ces façades-là qui vont servir d'entrée à la ventilation naturelle. Et elle va me permettre de faire la transition avec la suite, parce que ce bâtiment a une autre caractéristique. Effectivement, avec des vents forts, c'est ce que vous avez sur l'image en haut à droite, on va avoir du traversant, hein, de façade à façade, et puis il y a quand même des moments où il y a peu de vent, et c'est l'image que vous avez en bas, vent faible, et donc là, le bâtiment va être ventilé en tirage thermique. Tiens, voilà, c'est le tirage thermique qui commence à apparaître, dont on va pas mal parler, qu'on voit beaucoup à l'exposition, hein, c'est pour l'essentiel. Les bâtiments qui sont montrés ici sont des bâtiments en tirage thermique. Et donc là, le tirage thermique qui est moins utilisé dans les pays du Sud a été choisi pour accélérer le mouvement d'air quand le vent ne suffit pas. Hein, et donc, vous voyez, l'air va rentrer par toutes les façades, là, donc les 4 façades du bâtiment, et va sortir par une espèce de puits dépressionnaire au milieu du bâtiment. Et ça va nous permettre de faire la transition avec la deuxième source d'inspiration, des tropiques aux îles britanniques. On va peut-être commencer par les tropiques, mais qui auront comme caractéristique l'utilisation du tirage thermique, vers une ventilation par tirage thermique. Et puis, comme par caractéristique également, à partir du moment où on sera sorti des tropiques, le fait que on a 2 problématiques différentes. Une problématique d'été, où finalement on ne s'occupe pas des problèmes d'économie d'énergie, et puis on peut ventiler comme on veut, mais aussi une problématique d'hiver, où si on ventile pas assez fort, le bâtiment ne va pas être sain. Si on ventile trop fort, il sera très sain, mais il va consommer beaucoup trop. Et donc il faut réguler les débits, ce qui n'était pas la problématique de tous les bâtiments qu'on a vus jusqu'à maintenant, dans la mesure où il n'y avait pas de système de chauffage, évidemment, mais même pas de système de rafraîchissement actif. Alors, un petit départ des tropiques quand même, hein, pour vous montrer que le tirage thermique, il a aussi été pris en compte dans certains cas, hein, donc là on est en Indonésie. On retrouve les mêmes caractéristiques de grande ouverture des façades que celles qu'on a vues jusqu'à maintenant. Donc pour travailler quand les vents sont suffisamment forts. Et puis sinon, c'est le tirage thermique avec cette immense cheminée ici qui va venir prendre le relais. C'est aussi, il faut quand même que je remontre au moins une dans cette présentation, hein. C'est aussi les badgir, qui sont les tours à vent iraniennes, avec un fonctionnement un petit peu particulier, qui est un fonctionnement mixte, où vous avez l'air qui va rentrer dans le bâtiment sous la pression du vent, donc sur une des façades bien particulières, qui est la façade au vent, et donc là, qui fonctionnerait, je dirais, comme un bâtiment traversant, hein, c'est le vent qui va pousser, mais par contre la sortie ne va pas se faire de la même façon, la sortie va se faire par tirage thermique, par les cheminées qu'on a vues sur la figure précédente, avec des dispositifs de toiture qui peuvent être très différents. Ici, sur cette image, entrée et sortie ont été nettement différenciées. Dans d'autres cas de figure, c'est l'entrée et la sortie se feront dans la même cheminée, l'un côté serviront d'entrée et l'autre de sortie, et puis même avec une possibilité de sectionner la cheminée en 4 pour pouvoir récupérer les vents de quelque direction qu'ils viennent. Sur cette base-là, un bâtiment du sud encore, je suis encore au sud, on est au Zimbabwe, en Afrique,
Mick Pierce, architecte. C'est un centre commercial à Harare qui a pris le modèle des termitières pour assurer par tirage thermique, on voit les sorties de ventilation en haut, la ventilation de ces locaux. Et puis, ben, c'est obligatoire d'en parler, hein, parce qu'il a fait rêver pas mal de concepteurs à cette période-là. C'est le centre Chibabu à Nouméa de Renzo Piano, hein, alors c'est sans doute une des plus belles illustrations du principe de base de la ventilation naturelle. Vous voyez le petit schéma là-bas en haut, vous avez le vent qui vient de la gauche, qui va frapper cette résille ici, hein, et donc qui va créer une surpression sur la face au vent de la résille, et du coup, automatiquement, une dépression sur la face intérieure de la résille, de la partie intérieure de la cuillère, là, hein, voilà. Et donc cette dépression va accélérer le tirage thermique, et donc le mouvement d'air vers le haut, qui vient des parties habitées et utilisées des locaux en partie basse. Allez, revenons sous nos latitudes. Je vous ai dit que les premiers concepteurs se sont inspirés des Anglais, mais il y avait quand même, depuis pas mal d'années, en France y compris, un travail sur la ventilation naturelle. Un exemple ici, donc c'est un ouvrage qui date de 1767 sur la ventilation naturelle des hôpitaux, prisons et des bateaux. C'est également le cas, hein, des HBM de la région parisienne et de pas mal d'immeubles de cette même période, avec donc le principe de la conduite shunt, qui permet donc de ventiler sur une même conduite des bâtiments de grande hauteur, évidemment avec donc rentrée d'air dans les façades, sortie d'air par la conduite shunt, des bâtiments qui en plus sont tout à fait confortables en été parce qu'on peut y réaliser une ventilation traversante. Ce sont des bâtiments peu étroits. Alors, il y a des gens qui font de la ventilation naturelle depuis un moment, c'est les brasseurs. Ici, on est à Riom, dans l'Ardèche. La coupole que vous voyez ici et la sortie de cheminée que vous avez là-haut, bah, c'est le même principe que le centre Chibaou de Renzo Piano, à la différence près qu'à Nouméa, il y a une direction de vent principale. Et donc, tous les modules sont dirigés de la même façon face au vent, alors que là, ben, il faut aller chercher le vent. Alors, donc, vous avez l'empennage ici qui va tourner la girouette pour mettre la face extérieure face au vent, et puis même principe, surpression sur cette face-là, dépression sur la face opposée, et accélération du tirage thermique, qui permet la ventilation de la brasserie. C'est sur cet exemple-là que fonctionnent les girouettes parisiennes, dont vous avez un exemple dans l'exposition. C'est exactement le même principe. Alors, je vous ai promis l'Angleterre, voilà. Donc voilà, les premiers bâtiments, donc c'est la même chose, des halles de séchage du houblon, avec le système en toiture, c'est un système rotatif qui va se mettre face au vent pour créer la dépression à l'intérieur. Et c'est sur cette base-là que les premiers architectes anglais qui se sont intéressés à la ventilation naturelle ont commencé à travailler. Donc on a ici un bâtiment qui date de 1999, donc fin du siècle dernier. L'architecte Bill Dunster, qui est un
pas forcément un des premiers, pas un des pionniers, mais un de ceux qui ont porté assez loin ces techniques de ventilation naturelle. On est à l'université de Nottingham, donc avec un système de ventilation. Alors là, on est en plein dans le tirage thermique. Donc l'air va rentrer dans des locaux qui sont situés entre chacune de ces cheminées, ici, hein, donc va ventiler ces locaux-là. Et puis il va sortir par les cheminées. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais enfin c'est un peu ce principe. Et puis c'est aussi un des bâtiments sur lesquels on commence à voir de la récupération de chaleur. Alors ici, c'est là-bas en haut, là, c'est une roue de récupération qui tourne qui va récupérer la chaleur sur l'air extrait pour le passer à la rotation suivante dans l'air entrant. Et puis donc ce que vous voyez là sous ces grandes tours, ce sont les circulations verticales, les escaliers qui servent de cheminée à la ventilation naturelle. Bill Dempster, toujours lui, c'est l'auteur du fameux BED-Z à Beddington, dans la banlieue de Londres. Là aussi, c'est un bâtiment avec double flux naturel et récupération de chaleur. L'air, alors on voit la sortie là. Hein. Elles sont bien orientées, ça veut dire qu'on c'est déjà la preuve que ça marche pas mal comme truc. Hein. Elles sont bien orientées. Ici, donc, elles nous montrent la sortie. De l'autre côté, on a une ouverture qui est à peu près identique à celle-ci, donc dans lequel le vent va s'engouffrer. Donc c'est le principe des bottes d'île. Hein. Le vent, sous la pression du vent, l'air va rentrer dans cette ouverture, va descendre le long de la cheminée ici, et puis l'air extrait, lui, il va remonter de l'intérieur du bâtiment, il va sortir par l'orifice que vous voyez ici, et entre les deux, il y a un petit échangeur de chaleur qui permet de réaliser le préchauffage de l'air neuf, et donc des économies tout à fait intéressantes. Autre architecte, autre architecture, Alan Short. Alors là, voilà un des pionniers. Un des pionniers, là on est en 93. 1993, c'est le Queen's Building de l'université de Montfort, à Leicester. Bon, j'ai retenu cette image pour les cheminées. Donc, la ventilation, la régulation ici va se faire par des volets qui sont situés dans ces grandes cheminées ici, avec une ouverture sur le côté pour protéger la partie supérieure. C'est un endroit où il pleut beaucoup, donc il vaut mieux pas faire rentrer la pluie à l'intérieur. Et puis, toujours du même architecte, Alan Short, le contact créateur de Manchester. L'air rentre par ces orifices que vous voyez en bas, ici, hein, et ensuite il va circuler à l'intérieur de la salle de spectacle. Il va rentrer dans la salle de spectacle exactement comme il reste dans une salle de spectacle avec traitement d'air. C'est par un plénum sous les sièges. Hein, et donc il va rentrer dans la salle par les sièges, avec un système de préchauffage quand même pour l'hiver, et puis il va sortir par ces cheminées que vous voyez ici. Alors on revoit la même préoccupation de se protéger de la pluie, c'est donc une préoccupation réelle, puisque la partie qui est juste au-dessus de la cheminée est fermée, et que l'air va sortir par les 4 petites cheminées latérales que vous voyez ici de part et d'autre de la grande cheminée. Bradley Feldene Clegg,
On est en 96, donc vous voyez, c'est tout dans cette même période de la fin du siècle dernier. On est ici au siège du BRE à Garston, dans les environs de Londres. Le BRE, c'est le CSTB britannique, hein. C'est eux qui font les règles. Et donc, ils ont construit ce bâtiment-là. Là, ici, c'est un fonctionnement un petit peu spécifique. Donc, l'air va rentrer sur la façade qui est opposée, qui est celle qu'on ne voit pas ici, et va sortir par ces cheminées que vous voyez là, sur cette façade qui est la façade sud. Les cheminées sont des cheminées métalliques, et quand le tirage est insuffisant, dans les belles journées d'été quand il y en a, eh bien le soleil va chauffer le métal de la cheminée et va donc surchauffer l'air qui est à l'intérieur, et donc artificiellement on va améliorer le tirage en augmentant la température de l'air de sorte qu'elle soit supérieure à la température de l'air extérieur, que l'air intérieur soit supérieur à la température de l'air extérieur, ce qui est la condition pour le tirage thermique. Et on a sur cette opération également une partie de l'air qui va circuler dans les planchers pour un rafraîchissement de nuit. Hein, donc un fonctionnement de nuit qui fait passer l'air dans un plénum à l'intérieur des planchers. Et puis je terminerai par deux exemples qui sont parmi les plus anciens en France et qui s'inspirent de ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, des deux inspirations du reste. Alors là, le premier, c'est le lycée de Caudry, livré en 2000, architecte Lucien Kroll, qui est décédé cet été, qui est un architecte qui a tenu bon la bioclimatique, la concertation dans des périodes où c'était pas si facile que ça. Et ici, donc, c'est sa première expérience de ventilation naturelle sur ce lycée, sur les locaux de l'administration, qui représentaient une centaine de mètres carrés à peu près. Et donc, vous avez ici la cheminée correspondant à ces locaux. Et puis, 2-3 années plus tard, c'est la sortie du lycée de Jean Jaurès à Saint-Clément-la-Rivière, près de Montpellier. Alors là, le lycée, donc, tout le lycée est ventilé naturellement avec les cheminées que vous voyez sur cette image. Et après, la suite à l'exposition. Merci. Ah oui, VNAC. Voilà, VMC, vous connaissez. Voilà. Donc VNAC, c'est ventilation naturelle, assistée et contrôlée. Le tirage thermique, c'est bien beau, mais quelquefois, il est trop important en hiver, quand il fait très froid à l'extérieur. Donc il faut le réduire. Ça veut dire qu'il faut un contrôle. En règle générale, c'est une espèce de registre à l'intérieur de la cheminée qui s'ouvre et qui se ferme en fonction des débits, pour maîtriser les débits. Et puis, le tirage thermique, en été, il n'est pas très bon, parce que la température de l'air intérieur dans le local est quelquefois supérieure à celle l'air extérieur est parfois supérieur à l'air intérieur, et donc le tirage ne marche pas, ou même marche dans l'autre sens, et donc ça veut dire qu'il faut assister cette ventilation naturelle par tirage thermique, cheminée solaire, les systèmes à vent, etc. Et donc il y a des machines qui tournent? C'est des machines sans électricité. Voilà.
Alors, soyons honnêtes, hein, dans ces systèmes-là, la plupart de ceux que vous allez voir sur l'exposition, la seule alimentation électrique concerne les petits moteurs linéaires qui permettent d'ouvrir ou de fermer un registre. Voilà. Et sinon, tout le reste fonctionne effectivement sans électricité. Mais on peut aussi manipuler à la main un registre pour l'ouvrir et le fermer. On n'est pas obligé de passer par un moteur. Des questions urgentes et présentes à Alain? Et pourquoi, s'il vous plaît, autant d'obstination sur la ville de Paris à vouloir implanter des VMC dans des HBM qui ne en demandent pas, tout en sachant que plus tard on aura probablement des dégâts inhérents Il va falloir faire une conférence sur le sujet. Ouais, mais je peux donner une première réponse, mais ça sera sans doute plus complexe que ça. On vit quand même en France dans une culture techniciste assez poussée. Hein. La VMC, elle est hégémonique depuis les années 70. On sait pourquoi, hein. Pourquoi elle est venue, la VMC? Elle est venue parce que on a fait un choix dans les années 70 qui est le choix du nucléaire, et que le choix du nucléaire exige, pour que ça ne soit pas trop catastrophique à tout point de vue, et en termes de puissance et en termes de coût, donc ça exige que les bâtiments soient très bien isolés, qu'ils aient le minimum de déperdition. Donc effectivement, c'est avec l'arrivée du nucléaire qu'on a vu les premières réglementations, isolation, et on a vu arriver la ventilation mécanique. Voilà, et bon, je suis ingénieur, mais malheureusement, ces questions-là ont été en France très largement sous la mainmise des ingénieurs, avec cette culture de la technique, et c'est de ça qu'il faut qu'on sorte. Il faut que tu précises que la VMC permet de réduire les débits. Tout comme la ventilation naturelle. Du point de vue de la sécurité incendie, j'avais cru comprendre, mais je ne suis pas spécialiste, que les pompiers n'aimaient pas beaucoup ces systèmes parce que ça pouvait créer des appels d'air. Qu'est-ce que... Alors, c'est une question sur le... Vous allez la poser comme ça, tout le monde entendra. Je ne suis pas spécialiste, mais quand j'en ai parlé il y a quelques années avec des gens qui sont du domaine, ils m'avaient répondu que la sécurité incendie impliquait des contrôles des appels d'air, etc. Et que ce genre de système est un peu un anti-modèle pour les pompiers parce que ça va créer des zones très des cheminées à l'interne en fait. Alors effectivement, ils n'aiment pas beaucoup, mais il y a toujours moyen de se dépatouiller, quoi. Hein. Ce que vous voyez là, par exemple, il y a plein de solutions possibles. Hein. Enfin, on voit la une là, sous les yeux. Sur ce lycée-là, la justification incendie a été faite sur le modèle du compartiment. À l'époque, ça ne posait pas de problème. Ça a passé les doigts dans le nez. Enfin, on n'a eu aucun problème hein, là-dessus avec les pompiers. C'est plus délicat aujourd'hui. Hein. Là, ici, on a 8 salles de classe qui donnent sur une même circulation avec donc une même sortie d'air. Donc ces 8 salles de classe forment un compartiment. Ça a quelques contraintes, hein, le compartiment, il faut pouvoir évacuer directement à l'extérieur. Bon, mais c'est une façon de régler les choses. Est-ce que tu peux expliciter quelle serait la contrainte particulière d'un système de ventilation naturelle par rapport à une ventilation mécanique qui crée de la même manière des conduits et... Oui. Sur la question des conduits, oui, c'est des clapets coupe-feu, hein. De la même façon. Donc ça veut dire que
il y a une contrainte pour la ventilation naturelle, mais aussi pour la ventilation mécanique du reste, qui est de ne pas mettre sur un même conduit deux logements différents. Hein. Donc effectivement, ça fait, en naturel, ça fait des gaines qui sont un petit peu plus importantes qu'en mécanique. Voilà, mais bon. Par exemple, sur une opération que j'ai en tête, où on a travaillé des sorties par des gaines en logement, une gaine par logement, on n'a pas eu de problème avec les pompiers, quoi, hein. Donc, il y avait un bon isolement. Excusez-moi, sur la majorité des images présentées, vous avez, enfin il me semble que les façades sont en briques, ou c'était le matériau que je semble deviner, maintenant peut-être que je me trompe. Est-ce que c'est un choix? Non, ça n'a rien à voir. C'est pas un choix, c'est un peu d'abord une conséquence que j'ai montré quelques projets anglais. Donc les matériaux, la brique est un matériau courant. Hein. Mais sinon, sur le projet du Sud, c'est bois ou terre crue. Hein. L'école de Gando, de Guéret, c'est une école en terre crue. Pour la suite de ma précédente question, est-ce que finalement ça ne veut pas dire qu'il faudrait plus privilégier les traversantes et plutôt que les cheminées pour ventiler naturellement, comme on a vu dans les pays du Sud, c'est-à-dire des choses qui sont plus poreuses au vent que entraînant des forts courants accélérés, etc. Alors là, enfin, c'est vraiment la problématique à réfléchir aujourd'hui. Vous avez mis le doigt sur la vraie question. Le tirage thermique permet d'assurer à peu près correctement la ventilation hygiénique. C'est plus délicat pour assurer le confort d'été. Ventilation hygiénique, il faut des renouvellements d'air de l'ordre d'un volumère à peu près. Confort d'été, il faut quand même au moins 15 volumères. Donc le tirage thermique est souvent insuffisant, même la plupart du temps insuffisant. Hein. Et donc si on veut assurer du confort d'été, on est plutôt sur le traversant. Et on sait que dans les années qui viennent, on aura beaucoup plus à régler des problématiques d'été que des problématiques d'hiver. Voilà, donc ça pousse effectivement vers le traversant. L'autre chose qui pousse vers le traversant, c'est le fait que aujourd'hui, sous nos latitudes, on n'utilise pas l'effet brise. Pour plein de raisons. Hein. Il y a une espèce de phobie du courant d'air qui existe culturellement. Hein. Voilà. Or, quand on est sur la plage, on n'a pas la même phobie du courant d'air. Mais ceci dit, elle a une raison d'être, cette phobie. En hiver, le courant d'air est une nuisance, hein, très clairement. Par contre, en été, c'est un vrai avantage. Voilà, donc ce qui bloque un petit peu le recours au traversant, à cet effet brise dans le traversant. Mais l'évacuation des surchauffes, de même que l'évacuation des pollutions, en traversant, ça marche très très bien. Hein. D'autres questions pendant que Clément règle quelques contingences informatiques. Voilà la technique. Voilà. Alors comment est-ce qu'on se fait pour passer de technique en ventilation naturelle? Comment est-ce qu'on fait pour se passer de technique en ventilation naturelle? Eh bien, on a recours à un vieux système, vieux comme le monde, qui s'appelle l'ouverture des fenêtres. Voilà, c'est tout. Alors, pourquoi est-ce pourquoi est-ce qu'on a renoncé à ce truc-là? Parce que les ingénieurs, je sais pour ma catégorie, mais les ingénieurs ont affirmé, démontré, etc., que la machine était bien plus efficace pour maîtriser les choses que l'humain. Ce qui est une douce illusion. Hein. Je vous conseille
d'aller jeter un coup d'œil sur le site du bureau d'études Enertech, Olivier Sidler. Il offre plein de choses, c'est des gens très généreux, et notamment des travaux qu'ils ont fait de suivi des bâtiments de la ZAC de Bonn à Grenoble. La ZAC de Bonn, ça a été la première ZAC bâtiment basse consommation. Et donc équipé en ventilation mécanique, double flux avec récupération de chaleur. C'est une catastrophe. Parce que c'est pas toujours bien dimensionné, parce que c'est pas toujours bien mis en œuvre, et surtout parce que l'entretien n'existe pas en France, on ne sait pas entretenir. Voilà. Donc, je suis vraiment persuadé, sur les opérations qu'on va livrer, là, on va faire d'ailleurs du suivi après livraison, et avec comparaison entre des bâtiments en ventilation naturelle et des bâtiments en ventilation mécanique, je suis très tranquille. Hein. On ne sera pas ni meilleur ni pire que la ventilation mécanique. Voilà, donc il faut sortir de cette logique qui veut que la machine est tout bon et l'homme tout faux. Et le résultat des courses, c'est qu'on déshabitue les gens à gérer leur environnement. Et ben, un jour, ça va devenir un peu embêtant. Ça y est? Attendez-moi là. Sur l'arrêté de 82 et l'obligation d'installer des systèmes. Allez. On a un peu plus de pratico-pratique pour les architectes. Là, tu me titilles sur l'arrêté de 82. Alors, on est très loin en France. On a une réglementation hygiénique qui est réglée en logement par un arrêté qui date de 1982. 40 ans. 40 ans. Pire, en tertiaire, c'est le RSDT, Règlement sanitaire départemental type, qui a commencé à s'élaborer dans les années 70. Bon, après, il y a eu plusieurs versions. Donc, on a une réglementation hygiénique qui est complètement obsolète. Ne serait-ce qu'un exemple. Entre-temps, il y a une quinzaine d'années à peu près, hein, on a découvert un truc qu'on ignorait complètement, qui est la pollution du bâti. Les composés organiques volatiles, les machins comme ça. Donc ça change tout. Ça change tout, parce que ça montre qu'il y a une pollution qui est permanente, toujours. Hein. Or, jusqu'à maintenant, et notamment une des conséquences des arrêtés de 82, et surtout de la naissance de l'hygroréglame, l'année suivante, en 83, ça a été de dire, ben, si les gens ne sont pas là, c'est pas la peine de ventiler. Et le système de l'hygroréglame, c'est ça. Hein. C'est quand on mesure la vapeur d'eau, qui permet de savoir s'il y a du monde ou s'il n'y a pas de monde, et en fonction de ça, on ventile ou on ne ventile pas. Ça, c'est bon pour les pollutions qui sont directement liées aux occupants. Mais toutes les pollutions liées au bâti, elles sont permanentes. Et donc, ça veut dire qu'il faut une réglementation, enfin une ventilation permanente, au moins du niveau de pollution du bâti, ce qui n'est pas réalisé avec l'hygroréglame. Ça va? Merci. Ok, bon. Ça y est? On peut plus encore, hein? Hein? On peut plus encore. Allez. Donc bonjour à tous, on m'entend bien avec le micro comme ça? Ça va? Ok. Aujourd'hui je vais vous présenter quelques éléments pour parler un peu de l'histoire de la ventilation naturelle dans une histoire plus globale qui est celle de l'histoire de la conception bioclimatique en architecture. Moi j'ai fait une thèse en histoire des techniques et en urbanisme
sur justement l'histoire de la conception bioclimatique en France, aux États-Unis, dans la seconde moitié du XXe siècle. Donc je me concentre sur une période qui va de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 80, où dans les années 80, notamment en France, il y a un désintérêt pour l'énergie solaire. Par exemple, la centrale Thémis, la centrale solaire, est fermée en 1986. Voilà, donc c'est un moment aussi de désintérêt pour la conception bioclimatique, le milieu des années 80, en tout cas en France. Et dans cette thèse, en fait, j'essaye d'analyser comment la conception bioclimatique, telle qu'elle s'est structurée dans les années 70, elle a été composée à partir d'un certain nombre de travaux, de recherches menées par des scientifiques, que ce soit dans le domaine de la microclimatologie et dans le domaine des techniques qu'on appelle solaires passives, c'est-à-dire toutes les techniques qui vont permettre de chauffer ou de rafraîchir naturellement, et qui incluent bien sûr la ventilation naturelle, donc ce que je vais évoquer aujourd'hui. Et voilà, j'essaie de montrer comment ces différents savoirs se circulent et comment ils sont synthétisés dans les 70 dans la conception bioclimatique, qui est particulièrement diffusée dans des manuels, dans des publications alternatives, pour ceux qui connaissent le sauvage, des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est les exemples de ce que j'ai pu faire. Donc c'est essayer de retracer l'histoire des techniques. Ici c'est l'histoire des techniques de chauffage, donc les murs tremblent, des choses comme ça, que vous connaissez peut-être. Et actuellement, j'essaie de mettre en œuvre, d'appliquer ce que j'ai pu étudier dans la thèse. Donc je travaille en tant que consultant sur les sujets liés à l'adaptation au changement climatique et à la prise en compte du climat. Et j'accompagne une start-up qui s'appelle Soleneos, qui a développé un logiciel de modélisation microclimatique qui permet d'analyser et de modéliser le microclimat urbain pour justement les problèmes de ventilation naturelle, pour aussi les logiques liées à l'ensoleillement. Et donc typiquement, en fait, on essaie de préconiser dès les phases de plan masse des choses liées à la ventilation naturelle, en disant voilà, ce bâtiment-là, il y a des éléments intéressants du point de vue de la thermique d'été, on a une orientation qui peut être favorable, et donc on essaie de promouvoir sur la base de simulation, vraiment sur des échelles plutôt larges, l'utilisation de la ventilation naturelle. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va grosso modo prendre 3 phases que vous voyez ici. Donc d'abord, je vais essayer de distinguer les 3 types de ventilation, parce qu'à mon sens, c'est bien de les rappeler. Ensuite, je parlerai du cadre du captage des vents et de la ventilation, donc plutôt de la ventilation transversale de l'histoire. Et je terminerai par tout ce qui est ventilation par effet de cheminée, que Alain a déjà beaucoup présenté. Mais voilà, je vais présenter aussi des travaux plus anciens. Donc, en ce qui concerne les 3 ventilations, souvent on parle de ventilation naturelle, mais à mon sens, il y a vraiment 3 types de ventilation qui ne vont pas avoir vraiment les mêmes fonctions. Donc il y a la ventilation hygiénique, donc là c'est régulé par l'arrêté de 1982 que Alain Bornarel a contribué à maintenir, on le sait. Donc là on a des indicateurs qui vont être en mètres cubes heure, en volume de pièces par heure. Donc là ça c'est un type de ventilation qui est particulier. Il y a la ventilation pour le rafraîchissement direct des habitants. Donc là c'est vraiment quand on a une ventilation qui est orientée vers les habitants. Donc là, on va plutôt raisonner en mètres par seconde et surtout sur des valeurs de vitesse qui vont être entre 0,5 et 2 mètres par seconde, parce qu'au-delà, on peut avoir un inconfort lié par exemple aux feuilles qui s'envolent dans les bureaux. Et en deçà, en fait, on a un effet qui est assez moindre. Donc là, l'indicateur qui est intéressant, c'est le mètre par seconde. Et la ventilation pour le refroidissement de la construction et la surventilation nocturne, où là, ce qui va nous intéresser, c'est le delta de température entre la température intérieure et la température extérieure. Et à mon sens, il faut arriver à distinguer ces 3 types de ventilation quand même, parce qu'elles ne vont pas répondre aux mêmes éléments, elles ne vont pas mobiliser les mêmes types d'éléments en architecture. Donc typiquement, si vous voulez faire de la ventilation pour rafraîchir les habitants, vous avez besoin d'éléments qui vont canaliser le vent vers les habitants, donc typiquement des persiennes ou des brises-soleil qui vont permettre de diriger le flux d'air vers les habitants, donc c'est un exemple que vous avez à gauche. Et dans les maisons que j'ai pu étudier dans le cadre de ma thèse, donc c'est des maisons solaires passives ou bioclimatiques, en fait, on trouve différents dispositifs, donc soit par exemple des lanterneaux qui permettent de ventiler pour refroidir la construction, donc pour faire en sorte que la masse thermique soit refroidie pendant la nuit, et d'autres types d'ouvrants qui vont servir à ventiler plutôt les habitants, à rafraîchir les habitants. Donc à chaque fois, les ouvrants vont avoir différentes fonctions pour ces différents types de ventilation. Voilà, c'était juste pour faire un rappel sur ces différentes fonctions. Donc, un des premiers éléments que je vais évoquer, c'est la notion de captage des vents. C'est l'idée la plus intuitive, mais quand on a un vent dominant dans une région, dans un endroit, on a envie de le capter. Un enjeu qui est important, c'est la notion de couche limite, qui est très importante, c'est que le vent va être freiné par la texture du sol, par la nature du sol. Donc il y a un effet de friction. Et donc typiquement, en fonction de si vous êtes plutôt en race campagne ou dans une agglomération très dense, vous n'allez pas avoir le même effet de friction, pas la même couche limite, on appelle ça.
Et donc, typiquement, vous n'allez pas avoir la même vitesse de vent entre 2 mètres au-dessus du sol et 10 mètres au-dessus du sol. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Et ça justifie justement tous ces dispositifs que Alain a un peu présentés. Donc c'est les Badgear ou les Malcaf qui ont été décrits par Hassan Fathy. Donc c'est des dispositifs qui sont plutôt en hauteur pour essayer d'avoir du coup un vent plutôt régulier qui va être affranchi des effets de la couche limite que j'évoquais juste avant. Et surtout, par exemple, dans le cas des zones désertiques, qui va être dépourvu de sable, c'est aussi l'enjeu. Donc ces Badgear, ces Malcaf, ils ont notamment été diffusés dans cet ouvrage que vous connaissez peut-être, Architecture sans architecte, qui a été publié dans les années 60 aux États-Unis et qui a été traduit dans les années 80 en France. Donc là, ça fait suite à une exposition qui avait lieu au MoMA sur l'architecture sans architecte et qui présentait justement toutes les architectures dites anonymes qu'on peut trouver à travers le monde. Et donc on voit notamment ces Badgear sur la photo de droite. Et on voit aussi d'autres types d'architectures qui sont intéressantes, c'est les séchoirs. Donc là, c'est des séchoirs qu'on trouve en péninsule ibérique, au Portugal et en Espagne, qui sont montrés également dans ce catalogue-là. Et là, on a affaire à une architecture qui est vraiment conçue pour être ventilée. C'est des séchoirs, donc leur fonction première, c'est d'être ventilés. Donc si on s'intéresse au cas de la ventilation en zone tropicale humide, ben vous avez ce que Alain a également montré, toutes les constructions traditionnelles qu'on peut trouver. Donc ici, c'est des photographies faites en Colombie par un architecte qui s'appelle Josep Luis Sert, je ne sais pas si ça vous parle, un architecte d'origine espagnole. Et donc vous avez à droite la coupe de ce type de construction. Donc c'est des constructions qui sont conçues pour être ventilées de manière transversale et aussi pour évacuer l'air chaud par effet de cheminée. Donc on a une double fonction. Dans le cas, par exemple, des zones plutôt sèches, on va essayer de profiter de la sécheresse de l'air pour justement faire de l'évaporation. Donc vous avez ici un schéma du fonctionnement d'un climatiseur dit saharien. Donc grosso modo, vous avez un mouchard à pied qui va être en porte-à-faux par rapport à la façade, dans lequel il va être posé une ou plusieurs jarres poreuses remplies d'eau. Et donc l'idée, c'est qu'une fois que vous avez des vents dominants, les vents vont venir lécher les différentes jarres et vont évaporer une partie de l'eau pour refroidir l'air. Donc ça, c'est un fonctionnement qui est adapté au climat plutôt sec, où on a une humidité relative qui est plutôt faible. Donc c'est en ça qu'on appelle le climatiseur saharien. Ça a donné le climatiseur adiabatique aujourd'hui qui est utilisé de plus en plus. Donc ce système de fonctionnement, on le retrouve également dans les Malcaf et les Badgear que j'évoquais tout à l'heure. Donc il y a cette logique de captage de vent, et dans certaines descriptions de cette technique-là, on voit que certaines tours sont conçues pour refroidir l'air. Donc il y a le même principe, une jarre poreuse qui est remplie d'eau, et qui va goûter sur des charbons qui vont être humidifiés. Et donc la masse d'air, comme ça, va se refroidir en descendant dans cette colonne-là pour ensuite rafraîchir tout le rez-de-chaussée de la construction. Donc il y a aussi ce fonctionnement-là qui est décrit dans les Malcaf. Donc là, c'était un peu un panorama géographique plus global. Si on s'intéresse au cas des zones tempérées de la France et je parlerai un petit peu des États-Unis, on a quand même un rapport qui est ambigu au vent. Dans beaucoup de régions, le vent, c'est un problème. Pour ceux qui connaissent le Mistral, les effets du Mistral, il y a toujours une logique de protection liée au vent. Pour ceux que ça intéresse, sur le rapport de l'homme et le vent, il y a cet ouvrage-là qu'on peut trouver en bibliothèque qui retrace le rapport de l'homme et le vent à travers le monde. Et donc, une des logiques qu'on trouve beaucoup dans l'architecture traditionnelle et dans les aménagements agricoles, c'est la protection contre le vent dominant. Donc vous avez à droite des exemples de brise-vent qu'on trouve dans les zones exposées au Mistral, donc des brise-vents plutôt maçonnés ou des brise-vents plantés pour le cas de la photo du bas. Et donc ça donne, dans des zones très exposées au vent, une architecture qui est plutôt proche du sol, qui va essayer justement d'offrir une moindre prise au vent. Donc ici, vous avez l'exemple d'une métairie traditionnelle qu'on trouve dans les Corbières, dans le sud de la France, donc dans des zones très exposées au vent. Donc là, c'est une construction qui est vraiment conçue pour se protéger, se prémunir du vent. Mais ce qu'on observe, c'est ce qu'on voit un petit peu dans le plan de droite, c'est qu'en fait, on peut quand même faire de la ventilation transversale, parce qu'une des particularités de certains climats, c'est que le vent dominant, le vent d'hiver, ne va pas être le même que le vent d'été. Et donc, dans ces constructions traditionnelles, pourtant conçues a priori pour se protéger des vents dominants, on trouve en fait des possibilités de ventilation naturelle, de ventilation transversale, parce que la direction du vent peut varier d'une saison à l'autre. Et donc ça c'est quelque chose d'assez fondamental, et c'est justement quelque chose qui est pris en compte intuitivement dans l'architecture traditionnelle et vernaculaire, mais qui se systématise dans les années 40 et 50, notamment aux États-Unis,
parce qu'en fait, il y a une diffusion à cette époque-là, après la Seconde Guerre mondiale, de fichiers météorologiques, de relevés météorologiques, qui permettent d'avoir des données pour chaque mois, pour chaque période, de direction principale du vent. Donc vous avez ici un exemple de ce type de graphique qui est diffusé dans les années 50-60 aux États-Unis. Ici, c'est un autre exemple de rose des vents pour la zone de Boston aux USA. Donc ça, c'est des documents qui sont diffusés aux architectes dans les années 1948-49. Et donc ça permet de lire pour chaque mois, pour chaque période, quelle va être la direction des vents dominants. Donc à partir de là, on peut envisager une protection contre certains vents dominants qui vont être défavorables au confort d'hiver, et au contraire, des ouvertures pour la ventilation naturelle et le confort d'été. Et parmi les architectes qui ont essayé de mettre en œuvre du coup, la ventilation naturelle dans ces années-là, vous avez un architecte américain qui s'appelle William Caudill, donc qui travaillait aux États-Unis, notamment dans le Texas. Et donc Caudill a conçu dans les années 50 un certain nombre d'écoles ventilées naturellement. Donc vous avez ici un exemple d'une école dans l'Oklahoma. Et en fait, sur un des bâtiments qu'il avait conçu, donc dans cette école-là qu'il avait conçu dans l'Oklahoma, il était venu faire, une fois le bâtiment livré, il raconte ça dans un article, il était venu faire des tests pour voir si son système de ventilation, donc en fait, ça c'est des ventilations transversales classiques, il était venu voir voilà, si la ventilation fonctionnait dans cette construction. Et en fait, il s'est aperçu que le haut vent gênait un petit peu la ventilation et qu'il n'avait pas la ventilation qu'il souhaitait dans cette école-là. Et du coup, Caudill va lancer un vaste programme d'expérimentation en soufflerie. Donc, il y avait déjà eu des recherches en soufflerie au 19e et au 20e siècle en France et aux États-Unis. Mais ce qui se passe en fait dans les années 1950 aux USA, et donc ça c'est à l'université du Texas, il y a un vaste programme de simulation, de modélisation en soufflerie qui est lancé, justement à l'initiative de Caudill, parce qu'il veut essayer de comprendre pourquoi l'école qu'il a conçue n'est pas bien ventilée naturellement. Donc vous avez ici l'illustration de comment ça fonctionne une simulation en soufflerie. Donc on construit une maquette qui doit être à la bonne échelle, et ensuite il y a des fumigènes qui sont placés, et on envoie de l'air pour ensuite simuler l'écoulement du vent. Donc ça vous permet d'avoir des graphiques de cette nature-là pour identifier les zones de surpression et de dépression dans une construction. Donc ça, c'est des images qui ont été faites par Caudill lors de son programme de recherche. Et donc Caudill a modélisé justement un système de ventilation transversale avec ce haut vent justement qui est exposé sur la façade face au vent. Et donc on s'aperçoit en fait que quand on a un haut vent qui est plein, et ben la masse d'air va avoir tendance à se relever légèrement. Et donc ça va pas gêner, puisque ça va gêner un petit peu parce que du coup la masse d'air ne doit pas être dirigée sur les enfants qui sont assis dans l'école. Et donc ce qu'il a essayé de faire, c'est ce qu'on voit sur l'image de droite, il a créé une petite ouverture sur la base du haut vent, le long de la façade, et cette petite ouverture elle va équilibrer les pressions de part et d'autre du haut vent, et donc dans ce cas-là la masse d'air va être dirigée et va reprendre un flux plutôt horizontal. Et donc là, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que sur la base de travaux en soufflerie, fait à l'initiative d'un échec, donc d'un problème de ventilation qui avait été constaté, et bien Caudill développe des travaux. Et donc là, vous voyez à droite le résultat du haut vent qui a été transformé. On voit les ouvertures dans le haut vent, au-dessus de chaque fenêtre. Donc dans cette logique justement d'équilibrage des pressions pour favoriser la ventilation naturelle. Et vous voyez à gauche d'autres images de soufflerie qui ont été faites par Caudill dans ce programme de recherche. Et Caudill ne s'arrête pas là, parce qu'une fois après avoir testé justement ce problème de ventilation naturelle, il se dit finalement il faudrait arriver à produire des connaissances le plus larges possible, les plus généralisables possibles, des règles de conception sur la ventilation naturelle transversale. Et donc il fait des séries d'expérimentations, donc avec pareil des différentes positions d'ouverture, d'entrée et de sortie d'air pour voir comment l'air circule à l'intérieur de la construction. Donc c'est les images que vous voyez ici. Donc là, c'est des images qui ont été faites dans les années 50, grosso modo. Donc pareil, des expérimentations aussi sur le rôle des persiennes, sur la direction du flux d'air, comment est-ce qu'elles vont influer sur le déplacement des masses d'air. Et il fait aussi des recherches sur le plan. Donc vous avez ici d'autres images. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est les deux images du haut. Caudill, en fait, en faisant ces simulations en soufflerie, avait aperçu que le flux d'air maximum est obtenu quand l'ouverture d'entrée est aussi grande que l'ouverture de sortie. Okay. Sauf que si on décide d'avoir une ouverture en entrée 2 fois plus petite que l'ouverture de sortie, et bien là la vitesse de l'air va être augmentée. Et donc vous voyez à droite l'effet, ce qu'on appelle l'effet Venturi en CFD. Et bien, ici en fait ça montre à droite comment on peut accélérer le flux d'air artificiellement juste en créant une différence de taille entre l'ouverture en entrée et l'ouverture en sortie. Ça c'est un résultat qui est particulièrement intéressant, particulièrement important,
parce que ça veut dire qu'on peut arriver à avoir une vitesse de l'air suffisamment élevée, même avec un vent disponible qui est plutôt faible. Et ça confirme en plus les observations qui ont été faites par Hassan Fathy. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Hassan Fathy, c'est un architecte égyptien qui est assez intéressant, enfin très intéressant. Et Hassan Fathy avait observé cette même chose, il avait observé l'architecture vernaculaire en Égypte, et s'était rendu compte que les ouvertures face au vent étaient 2 fois plus petites que les ouvertures qui étaient sous le vent. Et donc là, on a un résultat qui est important, c'est que Codil, avec des simulations en soufflerie, vient confirmer un savoir vernaculaire traditionnel qui avait déjà été mis en œuvre par des maçons égyptiens, sans doute il y a plusieurs siècles. Donc Codil a multiplié ses expérimentations. Vous avez ici des simulations en soufflerie sur justement le rôle de l'aménagement intérieur pour la circulation des masses d'air. Et il a aussi mené des expérimentations sur justement l'urbanisme et comment la morphologie des constructions peut être adaptée justement à la ventilation. Ces travaux-là, ils vont être repris dans les 70 par Alain Guyot et Jacques Landmer, qui ont été des pionniers en France de la ventilation à l'échelle urbaine et qui ont utilisé énormément les souffleries, notamment la soufflerie du CSTB qui est située à Nantes. Et donc tous les travaux de Codil, ils vont être petit à petit dessinés, interprétés et diffusés sous la forme de croquis. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de croquis, j'imagine. Ouais, certaines. Et donc en fait, ces croquis-là, on les retrouve à partir des années 50, 60 dans des publications. Et en fait, ça synthétise les travaux qu'a pu faire Codil en soufflerie. On les trouve dans ces ouvrages. Donc à gauche, vous avez l'ouvrage Design with Climate, qui est un peu l'ouvrage qui a introduit la conception bioclimatique. Et à droite, le manuel d'architecture naturelle, pour ceux qui le connaissent, ceux et celles qui le connaissent, c'est un peu le classique de la conception bioclimatique en France. Et donc dans cet ouvrage, on retrouve ces petits croquis qui montrent justement la circulation de l'air. Donc là, on simplifie un peu par rapport aux résultats qu'avait eu Codil, mais grosso modo, ça reprend les travaux qu'il a pu faire de son côté. Un des problèmes qu'on voit quand même quand on regarde ces images-là, c'est que les constructions, elles sont donc isolées, mais surtout elles sont orientées vraiment perpendiculaires. Les façades sont vraiment perpendiculaires par rapport au vent dominant. Sauf que dans beaucoup d'agglomérations, le vent est souvent dévié dans le cas d'une agglomération. Ici, je vous ai mis un plan ancien d'Avignon. Donc vous savez qu'Avignon est une ville très exposée au Mistral, et donc un des enjeux du plan traditionnel d'Avignon, c'était justement d'avoir des rues qui soient en quinconce, qui soient en chicane, pour briser les effets du Mistral. Donc là, un des enjeux, c'est justement d'avoir un vent qui est plutôt dévié. Et donc, du coup, le problème principal, c'est comment est-ce qu'on ventile une façade, comment est-ce qu'on peut faire de la ventilation transversale quand on n'a pas un vent qui est perpendiculaire à une façade. Et là, c'est un architecte qui était aussi médecin, qui s'appelle Baruch Givoni, qui a apporté une réponse dans cet ouvrage-là qui était publié en français dans les années 70, à la fin des années 70. Et donc Givoni, lui, a mené des expérimentations en soufflerie, comme Codil, pour essayer de mesurer la vitesse de l'air dans un local, en différents points, en fait, en fonction de la direction du vent. Donc c'est les images que vous voyez ici. Donc à chaque fois, les chiffres, c'est en pourcentage de la vitesse du vent extérieur. Et Givoni va essayer de faire des recherches sur la ventilation des espaces, des pièces mono-orientées. Donc c'est les simulations en soufflerie que vous voyez ici. Donc en haut, c'est dans le cas où vous avez juste une ouverture qui est face au vent. Juste en dessous, c'est dans le cas où vous avez 2 ouvertures face au vent. Et ce qui se passe dans les 2 lignes juste en dessous, c'est quand vous placez des saillies verticales par rapport à la façade et que vous avez un vent qui est oblique. J'ai fait un petit zoom pour que vous voyez mieux. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous mettez des saillies verticales par rapport à la façade et que vous avez un vent qui est oblique? Et bien, en fait, vous allez créer des zones de surpression et de dépression de part et d'autre. Et donc, vous pouvez faire de la ventilation naturelle, même avec des locaux qui vont être mono-orientés. Ça, c'est un résultat qui est particulièrement important. Donc, vous voyez ici comment ça fonctionne. Vous avez la saillie à gauche qui va créer une zone de surpression, et la saillie à droite qui va créer une zone de dépression. Et donc, on peut faire théoriquement de la ventilation naturelle, même quand on a un local qui est mono-orienté, avec un vent ici qui arrive presque à 45 degrés par rapport à la façade. Donc ce type de résultat est particulièrement intéressant, notamment pour la conception en zone urbaine, c'est que on peut réussir à ventiler naturellement, même s'il y a un vent qui n'est pas perpendiculaire à la façade. C'est un résultat qui est fondamental. Et donc voilà ce que ça peut donner en schéma. Donc vous avez ces saillies verticales de part et d'autre des fenêtres qui vont permettre justement de créer ces zones de pression et de dépression pour ventiler naturellement. Et donc on peut imaginer en termes de langage une synergie par exemple entre les protections solaires qui pourraient en même temps faire office de déflecteurs pour diriger comme ça le vent dans des pièces mono-orientées.
À ma connaissance, peut-être que certains ou certaines sont mieux renseignés que moi, je ne connais pas de mise en œuvre de ce type de travaux. Je ne sais pas si ces recherches-là ont été appliquées, mais à mon sens, ça vaudrait le coup d'essayer. Un autre résultat important de Givoni, peut-être qui est un peu lointain pour nous, mais qui va devenir un sujet, c'est sur le rôle des moustiquaires et le problème des moustiquaires dans la ventilation naturelle. Quand on a un vent qui est un petit peu oblique par rapport à une façade, eh ben, une moustiquaire, ça va fonctionner comme un écran, parce que vous allez avoir des turbulences dans chaque trou de la moustiquaire, et donc grosso modo, bah, vous allez perdre des effets de ventilation naturelle quand vous mettez une moustiquaire sur le plan au nu extérieur d'une façade, comme on voit sur le schéma à droite. Et donc Givoni, qui était aussi sensible aux problématiques de conception en zone tropicale, a fait des expérimentations pour essayer de favoriser la ventilation naturelle, même avec des moustiquaires. Et une des solutions qu'il a trouvées, c'est de mettre la moustiquaire en porte-à-faux, comme un caisson un peu à l'extérieur de la façade. Et dans ce cas-là, vous avez une plus grande surface de contact, et du coup, il est toujours possible de ventiler naturellement, même avec une moustiquaire. Donc ça, c'est pareil, c'est un résultat qui est aussi très important dans le cas de la conception en zone tropicale, et peut-être bientôt dans le cas de la conception en France, puisque les moustiques se multiplient. Donc voilà, pareil, ça c'est une découverte qui a été faite par Givoni dans les années 60 et qui ont été diffusées surtout dans les années 70. Donc là, c'était pour l'aspect qui va concerner le captage des vents, la problématique de captage des vents et de ventilation plutôt transversale. En ce qui concerne l'effet de cheminée, il y a eu des recherches, donc l'effet de cheminée, c'est ce qu'a évoqué Alain. Grosso modo, c'est le fait que l'air chaud va s'élever naturellement. Et bien cet effet-là, il était il était exploité, dans le cas des hôpitaux notamment, par l'utilisation de cheminées en dernier étage. C'est ce que vous voyez dans le schéma de droite. Donc vous placiez une cheminée en dernier étage pour chauffer l'air, et le but c'était de créer une aspiration entre les différents étages pour ventiler comme ça. Donc, je ne sais pas si c'est naturellement, parce que c'est du bois, il y a du feu, mais en tout cas il y a une recherche de ventilation par la cheminée. Et donc du coup cette formule d'effet de cheminée est restée parce que vraiment à une époque on utilisait des cheminées pour ventiler de cette manière-là. Donc des applications de ces choses-là, on en voit un peu partout. Je prends encore le cas d'Avignon. Donc ici c'est la cuisine à droite, ce que vous voyez c'est la cuisine du Palais des Papes d'Avignon. Donc c'est une cuisine avec une cheminée de 18 mètres. Et donc grosso modo la cuisine se faisait à cet endroit-là. Et donc naturellement vous avez un effet de cheminée qui va se créer et qui va faire en sorte d'évacuer l'air par cette zone-là. Donc ça c'est une construction du XIVe siècle. Ces principes-là, on les retrouve dans l'architecture hygiéniste du XVIIIe et du XIXe. Donc ici, c'est un projet d'hôpital par Antoine Petit. Et donc on voit au centre de l'hôpital cette grande cheminée qui va servir justement à aspirer l'air et à ventiler naturellement l'hôpital par effet de cheminée. On trouve aussi ces principes appliqués dans le cas de l'architecture tropicale. Donc vous avez ici la maison tropicale de Jean Prouvé. Donc une des fonctions de la toiture, il y a un schéma qui l'explique un peu mieux, c'est justement de ventiler naturellement, donc par effet de cheminée, comme ça les tôles en aluminium vont s'échauffer, et donc l'air chaud va être continuellement renouvelé grâce à cet échauffement. Donc là il y a un effet de cheminée qui est créé par la forme de la toiture. En ce qui concerne la conception bioclimatique et l'utilisation du coup de cet effet de cheminée, il y a eu des travaux particulièrement importants qui ont été faits en zone tropicale, et qui ont été synthétisés par l'ouvrage d'un ingénieur français qui s'appelle Jacques Dreyfus, qui a publié en 1960 ce livre qui s'appelle « Le confort dans l'habitat en pays tropical », où il diffuse des méthodes de conception de ventilation par effet de cheminée. Donc j'ai mis ici la page qui concerne ces choses-là. Et donc il y a des méthodes de calcul pour avoir les débits de ventilation par effet de cheminée en fonction de différents paramètres, de différents coefficients. Et cet ouvrage-là a été vraiment une source des entretiens que j'ai pu faire avec des architectes, a été une source fondamentale, très importante dans la diffusion, l'utilisation de l'effet de cheminée par certains architectes en France, et ingénieurs aussi. Donc on trouve dans cet ouvrage différentes typologies de toitures ventilées, des préconisations sur comment favoriser l'effet de cheminée, et quelque chose que je trouve aussi particulièrement intéressant, donc là c'est dans le cas de la ventilation transversale, c'est comment en fait on conçoit aussi le mobilier et la séparation entre différentes pièces pour qu'elles soient aussi ventilables. C'est ce qu'on voit sur la slide juste au milieu. Donc il y a toute une logique d'essayer de transposer les enseignements, les recherches faites en zone tropicale pour étendre vraiment une conception qui soit véritablement bioclimatique. Barry Givoni, que j'évoquais tout à l'heure, s'est aussi intéressé à la ventilation par effet de cheminée. Et donc à propos de la ventilation par effet de cheminée, il dit ceci.
La force thermique de la ventilation dépend du produit de la différence de température extérieure-intérieure et de la distance verticale séparant les ouvertures. Elle ne revêt une importance pratique que lorsque l'un des deux facteurs présente une grandeur suffisante. Donc en gros, il y a deux paramètres importants, c'est la différence de température entre votre point haut et votre point bas, et l'autre paramètre important, c'est la distance qui va séparer ces deux points. Et il faut que l'un des deux soit suffisamment grand pour que cet effet-là soit exploitable. Et donc, une des manières de favoriser ce phénomène-là, c'est justement de créer ce qu'on appelle des cheminées solaires, c'est-à-dire des endroits où on va chauffer l'air pour qu'il puisse s'extraire plus rapidement. Et donc, il y a tout un ensemble de recherches qui sont menées dans les années 50-60 sur ce qu'on appelle les capteurs à air. Vous avez ici, donc à gauche, c'est un brevet de la fin du 19e, et à droite, c'est un brevet des années 1950. Donc, grosso modo, comment ça marche? C'est une grande surface peinte en noir, placée derrière un vitrage, et l'air chaud va s'échauffer entre le vitrage et la surface de tôle. Donc, ça crée un effet de serre, et grosso modo, ça crée un petit effet cheminée, et donc ce qu'on appelle une convection naturelle, c'est-à-dire une circulation d'air. Donc ça, c'est exploité dans le fameux mur Trombe. Je ne sais pas si vous connaissez cette construction. Donc grosso modo, vous avez le même principe, vous avez un mur en béton peint en noir, derrière un vitrage, et donc l'idée c'est de chauffer la couche d'air entre le béton et le verre pour créer une circulation, comme ça dans la construction. Donc là c'est appliqué pour plutôt chauffer la construction, pour faire du chauffage passif. Sauf que cette technique-là peut être exploitée pour faire de la ventilation naturelle. Vous avez ici un dessin de l'architecte David Wright qui montre justement l'utilisation d'une cheminée solaire, donc sur le même principe, pour extraire de l'air d'un puits canadien. Donc ici, c'est un schéma de principe qui a été mis en œuvre dans une construction, mais je n'ai pas réussi à retrouver quelle construction c'était. Et il a mis en œuvre dans une de ces maisons qu'il a pu faire. Donc ici, c'est une maison qui est située sur la côte ouest des États-Unis. Et donc, un des principes, c'est que vous avez au milieu cette façade, cette verrière un peu inclinée, donc qui est orientée plein sud. Pour essayer justement de ventiler le mieux possible en été, l'idée c'est de tirer un rideau derrière cette façade, donc cette verrière, pour ensuite créer une circulation d'air, donc voilà un petit effet de cheminée, pour ventiler la construction qui est partiellement enterrée. Donc voilà, le même principe de circulation à travers un puits canadien est repris ici et appliqué au cas d'une façade. En France, on trouve des applications de ces cheminées solaires, de ces capteurs à air pour la ventilation. Donc ici, c'est une maison qui date de 1980, qui est située près de Perpignan, qui a été faite par l'architecte Georges Wurstenzen. Donc là, vous avez de part et d'autre de la construction deux capteurs à air qui servent à soit chauffer la construction, soit la ventiler en été. Donc grosso modo, l'idée c'est d'extraire de l'air de la façade nord grâce à ce système quand vous voulez justement arriver à rafraîchir la construction en été. Donc ce type de capteur à air a été mis en application même pour le chauffage et la ventilation de certaines écoles. Donc ici c'est un projet d'école, enfin c'est un bâtiment qui a été fait en 1980 par l'atelier collectif d'architecture et Ersol comme ingénieur. Donc vous voyez que même dans le cas d'une école qui impose certaines contraintes en termes de renouvellement d'air, ce principe des capteurs à air et des cheminées solaires a été mis en œuvre pour la ventilation et le chauffage. En ce qui concerne toute l'esthétique liée à la ventilation naturelle, qui est aussi importante, on a évoqué tout ce qui est lié aux girouettes, aux choses comme ça, on trouve aussi une esthétique de la ventilation naturelle dans certaines constructions bioclimatiques de cette période. Donc ici vous avez l'exemple d'une serre pour la rénovation d'une construction dans le sud de la France, dans les Corbières aussi, et on voit deux extracteurs statiques en rouge de part et d'autre, et donc ces extracteurs ils vont servir à ventiler la serre en été pour éviter qu'elle ne s'échauffe trop vite. Ce qui se passe, c'est ce qui va faire le lien avec ce qu'a évoqué Alain, c'est que les recherches que j'évoquais là, elles se situent entre les années 50 et les années 1980, et il se passe dans les années 80 un désintérêt manifeste pour la ventilation naturelle. Pour ceux qui s'intéressent à cette période, donc c'est synthétisé dans cet ouvrage de David Roditi sur la ventilation et la lumière naturelle. Et donc Roditi, c'est un architecte qui a travaillé sur la conception climatique dans les années 70 en France, et qui en fait relate comment, au milieu des années 80, il y a un désintérêt pour l'énergie solaire et pour les énergies alternatives en général, qui font que la France va perdre une certaine avance qu'elle avait dans le domaine de la ventilation naturelle, au profit notamment de la Grande-Bretagne, qui elle va poursuivre les recherches et les expérimentations sur ces sujets-là. Donc voilà, il y a une espèce de point de bascule au milieu des années 80,
on voit grosso modo que ces sujets-là vont être un peu mis de côté, tandis qu'au Royaume-Uni, il va y avoir une poursuite des recherches sur ces sujets-là, et donc ça donne les bâtiments qu'a présenté Alain tout à l'heure. Donc c'est des bâtiments qui exploitent les cheminées solaires, qui exploitent cet effet de cheminée pour la ventilation naturelle. Alors pour terminer, donc par rapport aux constructions que je présentais, pour moi il y a toujours un potentiel dans l'utilisation de cette technique-là. Donc si on s'intéresse au cas des capteurs à air que j'ai présentés, eh ben, aujourd'hui ils peuvent servir pour le préchauffage de l'air neuf. Il y a un potentiel d'utilisation pour l'utilisation de ce système-là. Donc à mon sens, il faut arriver à réactiver certaines de ces techniques, et c'est ce que j'essaie de faire à ma modeste échelle. Donc là c'est un projet que j'avais fait pour la rénovation d'un bâtiment qui était sur 2 niveaux. Il y avait un sous-sol avec de l'air qui était grosso modo à 15 degrés toute l'année. Et donc l'idée c'était d'utiliser des cheminées solaires, donc des capteurs à air en toiture, pour arriver à extraire de l'air frais du sous-sol pour climatiser naturellement une halle. Donc voilà, j'essaie de réappliquer ce principe-là. J'ai aucune idée si ça fonctionnerait en réalité, parce que j'ai pas les compétences pour le tester, mais voilà, j'essaie de le faire à ma modeste échelle. Et je vous remercie pour votre attention. Il faut calculer. Non, mais le principe est bon. Après, à mon avis, on le fera toujours fonctionner. Ça veut dire qu'il faudra mettre peut-être plus de capteurs en haut, des choses comme ça. Mais sur ce principe-là, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Des questions? Bon, je tente de lancer le bal des questions, mais si personne n'a de questions à poser, on va considérer que Clément a été absolument parfait et irréprochable. Non, pas tant que ça. Les murs-troncs dans les contextes de canicule, de sécheresse importante sur longue durée, est-ce que c'est vraiment viable? Est-ce qu'il y a des moyens, par exemple, d'avoir un moyen de les employer sans que ce soit que l'exposition plein sud soit trop violente pour une maison dans un contexte comme on le connaît, d'un climat qui va se réchauffer dans les années à venir? Est-ce que tout le monde a entendu? Il faut que tu répètes. Alors c'est une question sur les murs trombes. Est-ce que les murs trombes ne sont pas un peu condamnés à disparaître, enfin amenés à disparaître? Enfin, déjà ils ne sont pas utilisés, donc de toute façon ils ne peuvent plus disparaître que ça. Mais voilà. Quel est l'intérêt des murs trombes dans un climat qui se réchauffe? C'est une super question parce qu'en fait, grosso modo c'est ce qu'évoquait aussi Alain, pendant très longtemps on a raisonné sur la thermique d'hiver, quoi. Il fallait arriver à chauffer et tout. Donc là, quand on monte des murs trombes, on est à Odeillo-Foromeux, donc c'est un climat d'altitude, 1500 mètres. Il y a 2800 heures d'ensoleillement par an, donc c'est un climat, en grosso modo, il y a beaucoup de soleil et beaucoup besoin de chauffer. Donc les murs trombes, ça fonctionne super bien pour ça. Après, donc, effectivement, sur la thermique d'été, l'enjeu des murs trombes, je ne sais pas si c'est une technique qui à remettre en œuvre, à mon sens, je pense que c'est pas très intéressant. Il y a plein de problèmes des murs trombes. Déjà, c'est des murs en béton à la base, donc il faut mieux éviter d'en faire. Il y a tout un sujet sur le séchage aussi des bétons, parce que quand on utilise un mur trombe, il faut attendre plusieurs années avant que les bétons soient parfaitement secs pour le fonctionnement. Donc je ne sais pas si c'est une technique à mettre en œuvre. Après, plutôt que privilégier l'orientation sud, ça peut être l'orientation plutôt sud-est, ou carrément est, pourquoi pas, sur ces choses-là. Mais un des intérêts du mur trombe, c'est plutôt ce principe-là, l'idée qu'on va chauffer à une partie, un endroit, pour extraire de l'air à un autre endroit. En fait, c'est ça qui est intéressant. Ce qu'il faut comprendre dans le mur trombe, je ne sais pas si je peux remettre l'image, cette notion de convection naturelle, c'est on va chauffer un endroit et puis en fait on va réussir à créer une circulation d'air, un mouvement d'air dans une construction. Donc ce mouvement d'air, après on peut arriver à se dire, tiens, si par exemple j'avais au nord de ma construction je sais pas, un petit bassin rempli d'eau, et je pourrais arriver à extraire de l'air qui serait passé au-dessus de ce bassin-là, par exemple, pour arriver à attirer de l'air frais en extrayant de l'air chaud à un autre endroit, par exemple. Donc à partir de ce truc-là, on peut imaginer plein de choses. Donc ce que tu dis, c'est que dans le mur trombe, il faut distinguer deux choses, le collecteur, qui crée le mouvement, et cet effet de mur de masse en façade sud. Oui, le mur trombe à l'origine, c'était pas tout à fait ça. Le mur trombe à l'origine, c'était je peins le béton en noir sur sa face extérieure, j'ai le vitrage devant, donc c'est un capteur, et dans la journée, j'échauffe la masse d'inertie du béton, et puis ensuite,
des notions de stockage, déstockage avec un certain déphasage qui est lié à l'inertie. Ça veut dire que dans la nuit, eh bien, il va réémettre, alors une partie sur l'extérieur, mais faiblement, mais surtout une partie sur l'intérieur. Voilà. Et puis, donc, ça marchait plutôt bien. Et puis, ma foi, à un moment, on s'est mis à isoler. Et donc, du coup, on a complètement coupé l'inertie de ce mur. Et c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, c'est une notion un peu, comment dire, dégradée du mur trombe, hein, qui consiste effectivement à faire circuler de l'air là-dedans, mais du coup, on a perdu le déphasage. C'est-à-dire que c'est de l'air qui va rentrer chaud au moment où il y a le soleil. Ça va être immédiat, cette circulation. Alors qu'avec le mur trombe, on avait un déphasage. D'une façon générale, hein, moi je pense qu'il faut se méfier de la bioclimatique des années 50-60. C'était à l'époque, d'abord, c'était de la maison individuelle, pas isolée, donc qui déperdiçait tout ce qu'on voulait, et du coup, ce tropisme, cette mise en avant forcenée du sud, du soleil, etc., était tout à fait utile à l'époque, hein, et c'était très efficace. Et puis petit à petit, on s'est mis à isoler. On a des vitrages aujourd'hui ultra performants, on a des isolants qui sont des isolants très performants. Donc, du coup, les besoins de chauffage des maisons ont réduit fortement, très fortement. Hein. Et le risque, quand on veut trop solariser une maison aujourd'hui, c'est la surchauffe rapide. D'autant plus qu'en même temps, le climat a évolué, hein, vers plus d'hiver, plus d'été, des hivers un peu plus chauds, etc. Voilà. Donc, c'est une autre, mais vraiment, c'est une autre bioclimatique qu'il faut inventer maintenant, hein, dans laquelle l'élément principal, c'est pas le soleil. Hein. Le soleil, au contraire, il va falloir s'en protéger de plus en plus. Et le moteur principal de la nouvelle bioclimatique, c'est le vent. Et puis j'ajouterais aussi le végétal. Parce que construire avec le végétal, c'est aussi tout à fait intéressant pour amener de la fraîcheur. Voilà. Donc on est vraiment à un pivot en ce moment, du point de vue de la bioclimatique, entre cette bioclimatique du soleil et celle de demain, qui est plutôt une bioclimatique du vent. Et puis, autre chose, tout ce qu'on avait imaginé dans les années 50 sur la maison ne s'applique pas quand on fait du bureau, quand on fait des écoles, quand on fait etc. Hein, où une école, d'abord, il y a un décalage entre la nuit fraîche et le jour où il y a besoin de rafraîchir, et puis une école, il y a 30 gamins dans la salle de classe qui chauffent la salle de classe. Hein. Vous parliez justement de déphasage, mais par exemple pour des charpentes apparentes qui ont besoin donc d'un souffle d'air assez continu, d'une forte ventilation, de manière à ne pas pourrir et donc à se dégrader rapidement. Est-ce que ce souffle, avec donc des températures différentes selon le passage qui se fait d'air dans des zones froides et chaudes, ne va pas occasionner des problèmes au niveau de l'humidité ? Je ne sais pas si je peux répondre, mais j'ai fait un petit peu de charpente bénévolement. Ventiler, c'est toujours, pour une charpente, ventiler, c'est toujours intéressant en fait, peu importe l'humidité. Un des sujets, ça peut être les parasites et les termites, c'est souvent un peu négligé, mais en tout cas, sur la règle générale, sur la charpente, c'est plutôt ventilons le plus possible une charpente, peu importe. Après, les phases d'humidité relative en France, elles restent relativement faibles, grosso modo. Dans certaines phases, même les périodes de canicule qu'on a, on n'a pas une humidité qui est très importante. Donc en France, à mon sens, sur la charpente, c'est pas vraiment un problème. Surtout que maintenant, les bois sont quand même ultra traités. C'est de l'autoclave fait généralement. Sur les résineux, généralement, je suis pas expert en bois, mais on les met pas tel quel. Quoi. Mais on n'est pas fan.
Tout à fait. Enfin, moi, je ne m'inquiète jamais beaucoup de l'humidité extérieure, tu as raison. Par contre, attention à l'humidité qui vient de l'intérieur. Hein, pas dans tous les types de bâtiments, mais je prenais l'exemple de la salle de classe tout à l'heure. Hein, les 30 gamins, ils émettent de la chaleur et ils émettent de la vapeur d'eau. Voilà, donc il faut effectivement, ou bien l'activité dans une maison, de cuisine, etc., la douche, ça émet de la vapeur d'eau. Donc c'est la nécessité d'avoir une très bonne ventilation de ces locaux. Il n'y a pas que la ventilation qui oui. régule. Pour l'humidité, c'est le principal, hein, la ventilation. Bien ventilée. Bon, dans les locaux où on sait qu'il y aura de la production d'humidité, c'est la seule solution qu'on a. Hein. J'avais juste un dernier truc par rapport aux exemples que je présente là. Alain a tout à fait raison. C'est vrai que il faut les prendre comme des expérimentations, comme des bricolages qui ont été faits à une époque pour justement essayer de tester de nouveaux phénomènes et de prendre en compte de nouveaux phénomènes dans la construction. C'est surtout pas des modèles, c'est vraiment des bricolages qui ont été faits à une époque. Et il faut plutôt s'intéresser au caractère expérimental, à l'audace, à l'idée de tenter ces trucs-là, même si ça ne fonctionnait pas. Voilà, il ne faut pas les prendre comme des modèles, sinon c'est sûr qu'on reproduit quelque chose et on reproduit nos erreurs, quoi. Merci, j'ai une question sur ce que vous avez passé très rapidement sur l'exemple de M. Guiccioli que je trouvais passionnant, de ventiler une pièce à partir d'une mono-orientation. Et vous avez montré juste après une photo avec des... Voilà ça. Ça reproduit l'effet qui est présenté théoriquement ou c'est juste décoratif? En fait, à ma connaissance, mais peut-être que je connais pas tout, ça pour moi c'était des propositions théoriques, c'est Guivoni qui a fait ses expérimentations en soufflerie, qui a proposé ces schémas-là, et je ne connais pas de bâtiments qui ont utilisé cet effet-là. Peut-être qu'il en existe, mais je ne sais pas. Et donc là, l'illustration que vous avez, c'est la couverture d'un ouvrage sur les protections solaires qui a été publié en 1957 par Victor Auger, et qui fait un panorama de toutes les protections solaires en zone tropicale à travers le monde. Voilà. Donc c'est juste pour montrer un truc un peu spectaculaire des protections solaires extérieures. À mon sens, oui. Le seul problème des protections solaires fixes extérieures, c'est que quand vous êtes à l'est et à l'ouest, l'angle du soleil varie tellement d'une semaine sur l'autre qu'en été, c'est compliqué d'avoir des protections solaires vraiment fixes en extérieur. Mais on pourrait théoriquement. Oui, en orientable, c'est possible. Après, ça prend... Voilà. Attention, parce que est et ouest, vous avez du soleil bas matin ou après-midi, et du soleil haut à midi. Et donc, ça ne protège pas du tout du soleil haut. Donc, c'est le bon truc en est et ouest, c'est la combinaison de quelque chose du type casquette, quoi, hein, et de quelque chose du type lame verticale. Ou bien des stores, BSO ou autres, là, qui fonctionnent quelles que soient les orientations. Et sur la mono-orientation? La mono-orientation. Sur la mono-orientation, tu peux réagir. Ah, sur cet exemple-là, c'est un exemple qui marche, hein, aussi. Ça aussi, hein, c'est clair. Il y a plein d'exemples comme ça qui viennent de Givoni ou qui viennent de Gandmer, notamment. Hein. Gandmer a sorti pas mal de choses. Enfin, qui sont tous basés sur le même principe. Hein. Le vent pèse sur une façade et donc crée une surpression sur une façade, et derrière, il crée une dépression. Hein. Il crée une dépression, on l'a bien vu sur le circuit de l'air que tu as montré tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire que quand le vent vient frapper une façade, oui, ben voilà, hein, le vent vient frapper la façade, donc on détourne les flux de vent, on les détourne et on crée un espèce de vide derrière sur une certaine distance, qui est de l'ordre de 5 fois la hauteur du bâtiment, donc du coup ce vide va créer une dépression. Hein, voilà. Mais ça c'est vrai pour un bâtiment, c'est vrai pour un écran quelconque. Donc c'est un principe qui fonctionne. Effectivement, moi je ne connais pas d'opérations qui l'ont appliqué. Plus qu'à faire, plus qu'à faire.
Bonsoir, merci pour la présentation. Dans ces expérimentations qui sont très bien pour le coup, que l'automobile a utilisé, l'aéronautique aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser plus dans le bâtiment comme des abacs parce que je trouve que les flux de vent interne ne sont pas suffisamment valorisés en termes de quantitatif. On les intuite, on prend des bonnes pratiques de ce qu'il faut faire. Par exemple, le cheminement de l'air intérieur en ventilation naturelle par d'étalonnage des ports plus ou moins grands qu'Alain Pornel nous avait montré. On le guide un petit peu, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des petits logiciels simplifiés pour qu'on intègre ça dans toutes nos conceptions et réalisations? Bon, le problème des logiciels. Donc il y a, moi je dirais, il y a trois types d'outils. Il y en a un qu'il ne faut pas oublier, c'est les règles sur le pouce. Hein, c'est une petite formule comme ça, toute simple. Les Anglais en sont très friands et c'est très utile pour prédimensionner. Hein, on est devant l'ordinateur, l'ingénieur et l'architecte, là, on ne va pas s'amuser à faire des calculs compliqués en amont sur l'esquisse. Par contre, ces petites règles, elles nous donnent quelque chose. Après, il y a un deuxième niveau qui sont des outils simplifiés. Moi, je vous avoue qu'en thermique, enfin en calcul de consommation, on utilise beaucoup d'outils simplifiés, pas pour la ventilation. Donc c'est le troisième niveau après, qui sont les outils détaillés, et notamment les simulations thermiques et aéroliques. Alors, le gros problème qu'on rencontre, c'est qu'il n'y a pas de continuité entre les outils qui travaillent à l'extérieur et les outils qui travaillent à l'intérieur. On a plein d'outils aujourd'hui qui nous permettent de faire des simulations aéroliques à l'intérieur, mais il faut qu'on leur donne aux fenêtres, enfin aux ouvrants, les données, hein, donc, ce qu'on appelle les coefficients de pression, qu'il faut qu'on rentre à chaque ouverture. Et puis après, ils se débrouillent très bien sur l'intérieur. Et ces coefficients de pression, alors, soit il y a plein de tables qui existent, hein, qui les donnent, avec, on fait tourner le bâtiment dans tous les sens, on a une toiture à 2 pentes, une toiture à 1 pente, etc. Et bon, donc on peut aller les chercher là-dedans, ou on peut les définir avec des outils donc, qui font de la simulation sur l'extérieur, les CFD, hein, mais qui vont s'arrêter à la façade du bâtiment. Voilà. Bon, on arrivera un jour à avoir des outils qui disent papa-maman, qui font les deux, hein, mais il faut voir que quand même, on a mis un sacré temps déjà pour développer les outils de simulation thermique dynamique dans l'ingénierie. Bon, ben, il faut encore attendre un peu, il y a une forte inertie, quoi. Voilà. Mais sinon, aujourd'hui, ben, bon, avec une intervention à cette interface entre extérieur et intérieur, on a des outils qui simulent très bien les choses. Hein. Je ne sais pas si je peux aider, mais sur ces sujets-là, c'est vrai que, par exemple, dans le livre d'Hassan Fatih, Construire avec le peuple, on trouve quelques éléments de règles un peu de bonne pratique. Donc le truc, l'ouverture face au vent doit être 2 fois plus petite que l'ouverture sous le vent, des trucs comme ça. Mais c'est un peu des astuces, des règles de dimensionnement. Ce qu'a évoqué Alain, c'est super important aussi, c'est, grosso modo, on considère que quand vous avez un obstacle, la zone abritée, elle fait grosso modo 5 à 7 fois la hauteur de l'obstacle. Donc ça, c'est intéressant pour concevoir des brise-vents. Si vous voulez les mettre en série, bah, vous dites, ben voilà, un brise-vent, je sais pas, de 5 mètres, et ben, il doit être à 20, enfin, ça abrite jusqu'à 25 mètres, grosso modo.
Donc il y a des petites règles comme ça qui existent. Gandmer a essayé de faire, Jacques Gandmer a publié des choses sur la conception urbaine avec des petites règles de calcul. Sinon, il y a un outil qui est vachement bien pour la circulation de l'air, c'est les poires à fumer, c'est la fumée de bougie, des trucs comme ça, hein, pour voir par exemple comment l'air s'écoule d'une porte, enfin sous une porte, des trucs comme ça. Enfin, voilà. Mais j'ai pas vraiment de solution sur ces trucs-là. Du coup, j'ai une question à propos du logiciel Soloneos, que je ne sais pas si j'ai bien parlé. Du coup, est-ce que ça permet de faire des simulations d'îlots de chaleur urbains? Et qu'est-ce que ça prend? Est-ce que ça prend en considération l'évapotranspiration des plantes, tout ça? Ouais, je peux répondre comme ça. Solenios, c'est le nom de la boîte. Le logiciel s'appelle Soleil Microclimat. Donc oui, à la base, c'est fait beaucoup pour modéliser le phénomène d'îlot de chaleur urbain. Donc voilà, c'est pour ça que généralement on est sollicité. Alors un truc, ça c'est vraiment du point de vue des logiciels, c'est que souvent il y a des aménageurs qui nous appellent, qui font un quartier avec, je sais pas, 100 000 m² de logement, puis ils nous disent « Ah, faites-nous une étude sur l'îlot de chaleur urbain et montrez-nous que ça réduit l'îlot de chaleur urbain. » Ben en fait non, si vous voulez pas d'îlot de chaleur urbain, il faut laisser une forêt. Si vous construisez, il y aura de l'îlot de chaleur urbain en fait, quoi qu'il arrive. Donc déjà, c'est ce truc-là un petit peu, c'est que dans une ville, il y a de l'îlot de chaleur, c'est comme ça. Un truc qu'on peut faire par contre, c'est améliorer le confort thermique extérieur, c'est-à-dire faire en sorte que les piétons soient à l'ombre à tels endroits, qu'on n'ait pas des températures du sol trop élevées à certains endroits. Donc, ce qu'on peut simuler plus finement, c'est le confort thermique extérieur, le stress thermique des piétons. Donc là, oui, ça en fait partie. Mais un truc, vraiment, la notion d'îlot de chaleur, elle est, quand on fait une agglomération, dans une agglomération, il y a l'îlot de chaleur. Et il y a quelque chose, c'est que c'est un problème en été, mais en hiver, ça réduit aussi les besoins de chauffage dans les bâtiments en ville. C'est aussi une donnée importante, c'est qu'on a moins besoin de chauffer en ville qu'à la campagne environnante, parce qu'on bénéficie d'îlots de chaleur aussi. Donc oui, une des applications, c'est l'îlot de chaleur, mais aujourd'hui, voilà, la notion d'îlot de chaleur, je trouve qu'elle est un petit peu utilisée de manière un peu générale. Et oui, sur l'évapotranspiration, oui, on peut simuler l'évapotranspiration des pelouses, des arbres, c'est un peu compliqué, c'est juste pour l'instant des masques. Vraiment, le sujet, quand on parle d'évapotranspiration, c'est l'eau. Parce que postuler qu'un végétal est en bonne santé un 15 août en pleine canicule, c'est pas forcément vrai, il n'y a pas évapotranspiré à 100%. Donc quand on rentre dans ça, il faut faire de la modélisation croisée avec de l'hydraulique, donc sur la disponibilité en eau. Donc là, c'est un casse-tête pas possible. À ma connaissance, personne ne peut le faire aujourd'hui. Envimet, en fait, je demande parce que là, je vois que Envimet, en fait, il travaille sur le système de pixels, donc c'est un peu limité en termes de conception de modèles, mais ils ont vraiment des data sur l'évapotranspiration des arbres, ils ont un database qui est très fort. Mais du coup, il y a beaucoup de limitations comme le temps de simulation et tout ça, ce qui fait qu'un petit modèle prend 3 semaines pour faire des calculs. Donc c'est pour cela que je demande, j'explore un peu d'autres logiciels pour voir si on peut faire ce transfert. Oui, en limite, c'est un logiciel qui va être plus complexe à utiliser et puis surtout il y a moins de souplesse qu'avec ce logiciel-là, Solène. Après, voilà, c'est deux logiciels qui se valent très bien. Mais dans tous les cas, la complexité du phénomène d'évapotranspiration n'est pas prise en compte, que ce soit par Solène ou par Envimet, parce que la notion de disponibilité en eau d'une plante, déjà elle varie d'une plante à l'autre, entre un chêne, entre un platane, tout ça, c'est pas pareil. Donc tout ça, c'est un casse-tête à modéliser. Il faut rester sur des trucs de bon sens, je pense. Oui, sur la prise en compte de la végétation, on en est à l'étape de la recherche. C'est pas encore passé dans les outils. Donc si ça vous intéresse, moi je peux vous donner 2 références. Soloneos, du reste, ça doit être le laboratoire de Nantes. Hein, c'est ça. Donc le laboratoire de l'école d'architecture de Nantes, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, et notamment sur l'évapotranspiration. Le CEREMA de Nantes également, et puis le IVP à Paris aussi, hein, ont travaillé sur ces questions-là. Bon, mais aujourd'hui, alors ils ont modélisé les feuilles de différents types d'arbres, enfin bref, plein de choses, mais ça reste au niveau recherche, hein, c'est pas encore passé au niveau des outils. Merci beaucoup à Alain Bordarel et Clément Gaillard pour cette conférence.
J'ai deux phrases de conclusion que j'essaie de tirer. L'une, on la connaît d'Alain, c'est la fin de l'époque de la bioclimatique du soleil, et aujourd'hui et demain, c'est la bioclimatique du vent. Et du végétal. Et du végétal, qu'Alain présente toujours de temps en temps dans ses conférences. On en a eu aujourd'hui la démonstration, et Clément, faisons simple. C'est un peu le mot-clé de ce que je vous invite à faire maintenant. Rejoindre l'apéro avec bière et jus de pomme et vin et autre chose à grignoter, un véritable apéro du nouveau BTP, Bois Terre Paille, les associations qui militent pour les choses simples et l'éco-construction et les choses radicales, donc le Topophile, l'Ami des lieux, la revue des espaces heureux, le collectif francilien de la construction PAL, le collectif Terre Crue de France, le réseau des alternatives forestières, les ouvriers volants non identifiés, l'Institut pour la conception éco-responsable de bâti, la frugalité créative, commun, une foncière solidaire, et j'ai pas compté, mais ça doit être... Je devrais avoir fait le tour, revenir, je ne sais plus si je l'ai dit. Et puis l'occasion aussi d'aller voir l'exposition qui nous rassemble aujourd'hui, ventilation naturelle, respirer sans machine. Alors avec machine mais sans électricité, plus ou moins. Enfin, respirer simplement, voilà. Rendez-vous lundi prochain, 19h, pour une conférence retour d'expérience des équipements scolaires en France et à l'étranger, donc le climat, disons, chaud en France et très très chaud au sud de l'Europe. Et mardi prochain, donc une deuxième conférence. Je suis... Ah oui, architecture et ventilation naturelle avec Michel Delplace. Michel Delplace et Pascal Gontier qui était là aussi. Anma et Pascal Gontier, architecte. Voilà, qui nous parlera peut-être aussi un peu des sources de la ventilation naturelle aussi au 19e. Chose à construire. Rendez-vous, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est le hall qui est à gauche du couloir. En sortant de l'atrium. Voilà, à ne pas rater, vous avez des boîtes de paille et des panneaux. Ah, il n'y a plus de boîtes de paille, bon bref, mais il y a de l'alcool, donc rendez-vous. Pardon, il y a à grignoter.